Dans ce bras de fer psychologique, les coups portés et surtout les coups inattendus comptent beaucoup. C'est cette opération menée par les services ukrainiens pour tuer, dans un assassinat ciblé, un important officier de la marine russe en Crimée. Tout est révélateur dans cette histoire. C'est la cible et c'est le lieu. La Crimée, beaucoup disent en Occident, c'est fini, plus jamais les Ukrainiens ne récupéreront la Crimée. Eux répondent en quelque sorte avec cet assassinat ciblé. Alors cet homme dirigeait en partie, était un officier de la marine russe, Valéry Trankovski. Il commandait la 41e unité de navires lance-missiles de la flotte de la mer Noire, impliqué dans les bombardements qui ont coûté la vie à 29 habitants à Vinitsa dès 2022. Donc là, l'Ukraine a publié tout son pédigré militaire pour justifier, disons, cette action. C'est pas la première fois qu'ils le font. Non, ils avaient, je me rappelle qu'au mois de juillet de l'an dernier, ils avaient tué aussi quelqu'un à Krasnodar, un officier qui avait été responsable aussi de crimes de guerre. Donc ils étaient allés le chercher. Donc il y a plein de choses, oui, effectivement, là-dedans. Alors d'abord, ce ne sont pas des assassinats. On est en guerre, on tue des officiers ennemis, ce qu'on a parfaitement le droit de faire. Maintenant, ce sont des officiers particuliers, effectivement, qui sont certainement sur une liste de gens à battre, qui sont responsables qui sont accusés par l'Ukraine d'être responsables de crimes de guerre. Donc il y a un côté vengeance quand même dans cette affaire, parce que c'est pas non plus, il faut organiser cet attentat, ça se fait pas comme ça, on va le chercher. Deuxième aspect, c'est qu'effectivement les Ukrainiens montrent qu'ils sont capables de frapper à l'intérieur même des territoires occupés par les Russes, d'organiser des choses sophistiquées, des attaques sophistiquées. Ça signifie pour eux ils montrent aussi de cette façon qu'ils ont un réseau en Crimée, qu'ils ont des sympathisants en Crimée, etc. Et puis il y a effectivement toujours le fait de frapper en Crimée. Ils disent voilà, la Crimée est toujours un théâtre de guerre, ça nous intéresse toujours, la Crimée, et on continue nos attaques, on continue le siège de cette Crimée, même si dans les faits, il n'y a pas pour l'instant beaucoup d'espoir à horizon visible pour les Ukrainiens de reconquérir par la force cette péninsule. Est-ce que le renseignement américain les aide? La question s'était posée. Ils avaient tué, surtout au début de la guerre, un certain nombre de généraux. Pas mal de généraux russes. Il y a eu les cas de Rogozine, pas tué mais blessé grièvement. On se rappelle, il était ce représentant russe qui était, je crois, dans le Donbass, qui avait été touché, peut-être d'ailleurs par un canon César. Donc il y avait un bout d'arme française dans son dos. Dimitri Rogozine, blessé en 2022. Daria Dugina, la propagandiste, surtout la fille du propagandiste nationaliste russe, morte, explosion de voiture. D'ailleurs, elle, c'était en Russie même le 20 août 2022. Tatarsky, à Saint-Pétersbourg en 2023. Comme vous le dites, il y a une liste. Est-ce que les renseignements américains les aident pour ça ? Les renseignements américains les aident pour ce qu'on appelle du ciblage. Vous évoquez des frappes qui ont eu lieu sur des postes de commandement, certainement généraux qui ont été tués. Mais ça, c'est du ciblage. Voilà, on dit, tiens, on sait qu'il y a un poste de commandement qui est là, on sait, a priori, on a entendu une conversation, vous pourrez tirer. Là, on est un peu sur autre chose. Là, il faut organiser des attaques à l'intérieur. Alors, quand on attaque des civils, là, ça ressemble quand même un peu plus quand même à des assassinats, mais donc quelque chose d'illégal, mais c'est pour ça que les services secrets ont été créés. Ça, c'était Dugin, non pas Dugin, c'était Rogozine, pardon, qui était dans ce restaurant. Ils avaient réussi, avec un canon César, à viser exactement le moment où ils se trouvaient là, en train de faire la fête à Donetsk. On est relativement près de la ligne de front, donc c'est du renseignement de ciblage. On repère exactement où se trouve une cible, puis on la frappe par canon, par lance-roquettes, par avion, tout ce que vous avez, par missile, etc. Après, organiser une traque, un réseau pour aller éliminer quelqu'un à l'intérieur du territoire russe, c'est autre chose. Ça, c'est un travail clandestin, une action clandestine. C'est souvent, d'ailleurs, beaucoup plus difficile à organiser qu'une frappe d'artillerie. À partir du moment où vous avez la position de la cible exacte, après, c'est relativement facile. Le fait de frapper en Crimée, évidemment, c'est le symbole par excellence. La Crimée est occupée par les Russes depuis 2014. Ça fait 10 ans, en réalité, et visiblement, ça montre qu'ils ont une capacité d'action. Là, c'est là qu'ils avaient fait sauter le pont, toucher une partie du pont, et c'est là maintenant qu'ils arrivent à tuer des officiers russes.
Oui, alors la Crimée a été attaquée de multiples fois. Je rappelle qu'au tout début de la guerre, la Crimée, c'était pour les Russes, c'était intouchable. Hein. On rappelle des déclarations de Medvedev, vous touchez à la Crimée, ce sera l'apocalypse, l'enfer, etc. Bon, et dans la foulée, les Ukrainiens ont dit, ok, chiche, et ils ont attaqué des bases, ils ont commencé à attaquer des bases dans la Crimée. Donc ils ont attaqué pratiquement toutes les bases militaires qui se trouvent. Les Ukrainiens ont attaqué, frappé toutes les bases militaires qui se trouvent dans la région, en particulier la base navale de Sébastopol. C'est sans doute même d'ailleurs parmi leurs plus grands succès, c'est d'avoir chassé, neutralisé la flotte de la mer Noire qui était basée à Sébastopol, de l'avoir chassée en grande partie. Mais je rappelle, ils ont attaqué toutes les bases militaires qui se trouvaient dans la région, ils ont attaqué les axes logistiques, parce que c'est un axe évidemment qui va aussi alimenter toutes les forces qui sont dans le sud de l'Ukraine. Et c'est encore une fois une manière pour eux de dire, voilà, nous sommes la Crimée, c'est toujours chez nous. Et nous faisons le siège de cette Crimée. Nous y rendons la vie impossible pour les Russes. Nous y avons des sympathisants. Et voilà, cette Crimée est ukrainienne. Voilà, maintenant j'y reviens. Ils ont même planté le drapeau. Il y a eu des raids de commandos sur le sol criméen où ils ont planté le drapeau ukrainien. Maintenant, c'est difficile pour eux pour l'instant, de faire beaucoup plus. On voit ici l'exploit, disons, opérationnel, puisqu'ils sont vraiment à l'intérieur des terres contrôlées par les Russes, puisque non seulement la Crimée est occupée depuis 2014, mais les agents ukrainiens, par exemple, s'ils ont voulu passer, doivent traverser tout ce territoire contrôlé par la Russie. Oui, bien sûr, c'est ça pose question. Comment font-ils Passent-ils par la mer S'infiltrent-ils par la mer? C'est possible. Ont-ils simplement des sympathisants sur place avec qui ils communiquent? Mais ces sympathisants, comment sont-ils procurés, par exemple, de l'explosif? Il y a eu des attaques de base aussi qui sont mystérieuses, qui montrent qu'il y a un mouvement malgré tout, ou du moins ce que c'est de montrer les Ukrainiens, qu'un mouvement de résistance à l'intérieur de ce territoire. Peuvent-ils monter jusqu'à Poutine? Il faut rappeler ce que disait Sibitsky, le représentant des services ukrainiens, disant Vladimir Poutine est une cible légitime. Ils ont une capacité visiblement de viser et de tuer un certain nombre de responsables politiques. Est-ce qu'ils pourraient tenter quelque chose jusqu'à Poutine? Ils pourraient. À mon avis, techniquement, ce serait quand même assez difficile, assez compliqué, mais dans l'absolu, pourquoi pas. Est-ce que ce serait forcément une bonne chose? Je ne suis pas certain. Ce serait une déflagration politique incontestable. Est-ce que ce serait une bonne chose? Ça ne s'est jamais fait à l'époque moderne d'arriver à éliminer des chefs d'État ennemis. Est-ce que ça changerait vraiment la position de la Russie? Je ne suis pas certain. Au contraire, c'est probable que ça radicaliserait encore plus leur position. Mais ce serait effectivement un coup très spectaculaire. Mais pour l'instant, j'y crois techniquement, ça paraît quand même très, très, très compliqué. Vous allez nous rejoindre, s'il vous plaît, Pierre Servan, puisqu'on continue avec vos deux regards d'abord, Michel Goya et Pierre Servan. Bonsoir Pierre Servan. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. On continue avec vous. On vient de voir dans quelles circonstances un officier russe important, un des dirigeants de la flotte de la mer Noire russe a été assassiné. On vient de poser la question, est-ce qu'il pourrait aller plus loin? D'abord, un point d'étape. On comprend que les Ukrainiens réussissent, alors que beaucoup ne donnaient plus cher de leur peau, d'être très actifs dans la région de Koursk, très actifs aussi, on va le voir, à l'intérieur même de l'Ukraine, et à tuer un officier russe. Est-ce que c'est une manière de dire, attention, nous sommes là, même si Donald Trump arrive, on va pouvoir résister? Oui, c'est une façon d'envoyer un message, et je pense que d'ici l'investiture de Donald Trump, ils vont plutôt chercher à augmenter ce type de frappe qui ne change pas la donne véritablement sur le terrain, qui n'empêche pas les Russes de grignoter du côté du Donbass, de grignoter aussi dans la région de Koursk. Mais à mon avis, le message de Zelensky, c'est de dire, voilà, on continue, et de jouer aussi sur un point qu'avaient évoqué auprès de moi certains responsables français qui avaient reçu leurs homologues ukrainiens de retour des États-Unis. Alors, est-ce qu'ils voulaient se rassurer? C'était avant l'élection de Trump, mais ils disaient, dans l'entourage de Trump, il reste encore des vrais réganiens anti-soviétiques, et on peut essayer de miser là-dessus pour que, comment dirais-je, cet anti-soviétisme d'hier demeure face à Poutine. Alors, d'autres m'ont expliqué en me disant, ils prennent un peu leur désir pour des réalités compte tenu de la psychologie de Trump. Et on l'apprend à l'instant, Donald Trump confirme la nomination de Marc Rubio
au poste de secrétaire d'État, Marc Rubio, qui a un passé, disons, réganien, si vous voulez, mais qui ces derniers temps avait pris des positions quand même assez hostiles à l'Ukraine en disant c'est une guerre noble mais qui ne sert plus à rien, il ne faut plus leur donner d'argent. Donc c'est plutôt un mauvais signal pour les Ukrainiens. Peuvent-ils, les Ukrainiens, tenter le tout pour le tout, se dire au fond, avant que Trump n'arrive, il faut vraiment qu'on montre qu'on ait du culot, même d'ailleurs contre la volonté des Américains? Leurs marges de manœuvre sont quand même assez limitées. Ils pourraient peut-être tenter une nouvelle offensive, pourquoi pas, hein, sur le sol russe, dans une autre direction. Ils pourraient tenter quelque chose en Transnistrie, par exemple, là aussi, occupée par les Russes, une région de la Moldavie qui est occupée par les Russes. Ils pourraient le faire en accord avec le gouvernement moldave. Mais après, sur le reste du front, c'est difficile de faire quelque chose de vraiment spectaculaire parce que le rapport de force n'aurait pas favorable pour l'instant. Donc ils peuvent donner des coups, ils peuvent faire de belles images, plein. Mais peuvent peut-être effectivement relancer une offensive dans une zone faible, mais globalement leurs marges sont quand même assez limitées, quoi. Oui, les marges sont étroites, et par ailleurs le général Syrski, donc le nouveau chef d'état-major des armées, en tout cas celui qui a remplacé le général Zaloujny, puisque nous sommes dans la foulée des commémorations, des célébrations du 11 novembre, Zaloujny c'était un peu le Joffre. Et Syrski, c'est un peu le Pétain généralissime en 17. Le premier est responsable de la mort de beaucoup de soldats ukrainiens, mais c'est un choix opérationnel. Il y a quand même aujourd'hui, selon les sources que j'ai pu croiser, 150 000 soldats ukrainiens tués ou blessés graves depuis le début de la guerre. Et du côté russe, plus de 200 000 tués ou blessés graves. Syrski, sa politique, depuis qu'il a pris la main, c'est pas de protection du territoire, pas de maintien sur les positions qui vont faire perdre beaucoup d'hommes. Donc c'est le repli sur des deuxièmes lignes préparées pour laisser venir les Russes sur les premières lignes qui ont été abandonnées, et l'artillerie ukrainienne les écrase. Donc c'est l'idée de faire payer le prix du sang maximal à la Russie. Alors ça n'a aucun effet moral sur les autorités du Kremlin, etc. Mais c'est essayer de saigner au maximum les Russes et de lâcher du terrain progressivement, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement sous le rouleau compresseur, mais de faire payer le prix fort et de préserver cette ressource extrêmement rare et précieuse qu'est le soldat ukrainien.